Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du 8. Donc continuons sur les mesures de distance. Alors placez un doigt devant vos yeux. Fermez le gauche, puis le droit, et vous avez l'impression que votre doigt se déplace par rapport à l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le phénomène de parallaxe. En fait, vu de l'œil gauche, le doigt semble être sur la droite, et vu de l'œil droit, le doigt semble être sur la gauche. L'effet est dû à l'écart entre les yeux. Donc si on a un objet, l'écart ici de vision, on a les deux directions de regard, ici un petit angle alpha, une distance d et un écart e. Plus l'objet est proche, plus l'effet est important. Et on peut, avec ce dessin, un simple calcul très simple, on peut mesurer l'angle d'écart alpha, et on a alors d, la distance d, est donnée pour alpha petit, on a d qui est donné par e divisé par alpha. Alpha mesuré en radians, pas en degrés. Avec les étoiles, on ne doit évidemment pas utiliser les yeux, mais un télescope et mesurer la direction de l'étoile à 6 mois d'intervalle. Donc on a le Soleil, on a l'étoile, la Terre ici par rapport au Soleil, et 6 mois plus tard, elle se trouve de l'autre côté. Et donc on va mesurer les distances, on va viser l'étoile dans ces deux directions-là par rapport à l'orbite terrestre. Ce qui revient au même que de faire ceci. Ici, l'écart, c'est le diamètre de l'orbite terrestre, soit environ 300 millions de kilomètres. Malheureusement, même comme ça, mesurer alpha est très difficile parce que les étoiles sont très loin. La variation de direction est très très faible. Ainsi, même pour l'étoile la plus proche, alpha est égal à 0,0005 degrés. C'est vraiment très faible. Au 19e siècle, Bradley avait voulu mesurer cet angle, mais il a échoué. Avec les moyens de l'époque, ce n'était pas réalisable. Il observa effectivement une variation de direction, mais qui était due, il s'en est rendu compte en analysant les résultats, c'était dû à l'aberration stellaire qui, elle, est due à la vitesse finie de la lumière. C'est comme la pluie sur le pare-brise, la pluie qui tombe verticalement, mais quand on roule en auto sur le pare-brise, elle tombe en oblique. C'est le même phénomène, et elle ne dépend pas de la distance. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec l'arrivée des grands télescopes, celui du mont Palomar, celui du mont Wilson, que les mesures ont commencé à être assez précises pour mesurer cette parallaxe alpha et ainsi mesurer directement les distances. Par exemple, l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière. L'idée, ensuite, est alors de trouver une CPI proche pour mesurer la distance par parallaxe. La parallaxe, alpha est très faible pour des distances lointaines, il est déjà très faible pour les étoiles proches, évidemment plus loin c'est mission impossible. On peut donc mesurer vraiment que les distances des étoiles qui nous entourent. Et si on peut trouver une céphéide dans l'ensemble, on peut alors mesurer la distance à laquelle elle se trouve, en déduire la valeur de K que nous avions utilisée, le lien entre période et luminosité de l'étoile. C'est ainsi que Hubble a pu utiliser les céphéides dans son étude des galaxies.
On pouvait faire ce travail que pour une ou deux céphéides seulement, parce qu'elles ne sont pas extrêmement fréquentes, il y en a quelques-unes de temps en temps, euh, et on pouvait mesurer la parallaxe que de quelques centaines d'étoiles, les plus proches. La mesure était donc fort imprécise et, et donc la valeur de K est donc la valeur de la constante de Hubble H. Plus tard, on a lancé, dans la seconde moitié du XXe siècle, on a lancé la sonde Hipparcos, qui a fait des mesures très précises dans l'espace, sans être perturbé par la présence de l'air, avec un très grand écart aussi, un très grand écart orbital. Et non seulement on a obtenu des valeurs de alpha très très précises, mais, mais aussi on a pu mesurer les distances de plusieurs milliers d'étoiles proches, des milliers. Et donc aussi pour plusieurs dizaines de céphéides. La mesure de K est donc devenue très précise, la mesure de H devint alors aussi beaucoup plus précise. Mais il reste que les céphéides sont des étoiles. Elles sont difficiles à voir de très loin. On ne peut en repérer que dans les galaxies voisines. Pour des galaxies encore plus lointaines, on voit juste une tache lumineuse. Toute la galaxie, on n'y distingue pas les étoiles. D'où l'idée d'utiliser un autre type de chandelle cosmique, les supernovas. Alors, qu'est-ce que c'est? Une supernova, c'est une grosse étoile en fin de vie qui explose. Les étoiles particulièrement massives, en fin de vie, elles finissent par s'effondrer et puis rebondir et exploser terriblement. Ça n'arrivera pas au Soleil qui est une trop petite étoile. Pendant quelques jours, à quelques mois, elles sont aussi lumineuses, aussi brillantes qu'une galaxie tout entière. C'est dire quelle explosion c'est. Le terme de supernova n'est pas usurpé. Et donc, on peut facilement les repérer de très loin. On peut même les voir aussi loin que les galaxies, puisqu'elles sont aussi lumineuses qu'une galaxie. Elles sont rares. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse dans la mesure des distances. Pour pouvoir mesurer les, les objets très lointains, on veut voir si la constante de Hubble change. Rappelez-vous les trois courbes des trois modèles qui sont très serrées. Plus loin, elles s'écartent. Et ce qu'on veut voir en observant très 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 loin, c'est si on a un écart, dans quel sens il va. Donc pour voir plutôt dans quel modèle on est. Celui qui sert fondre ou un de ceux qui donne une expansion éternelle. Donc les supernovas sont très rares. Par exemple, dans notre galaxie, il y en a une par siècle environ. On en a observé une en 1987. Les scientifiques ont eu de la chance. Ils ont même eu la possibilité de détecter les neutrinos venant de cette galaxie, de cette supernova. Elle était en fait dans une petite galaxie voisine, une petite galaxie satellite qui tourne autour de notre galaxie, un nuage de Magellan. Et il n'y en avait plus depuis plusieurs siècles. Mais en moyenne, c'est une par siècle. C'est très peu. Donc ce qu'on fait, c'est on observe des milliers de galaxies en même temps. On a des instruments automatisés maintenant qui permettent d'avoir une image en ciel profond où on enregistre des milliers de galaxies en même temps qui sont traitées par ordinateur qui à un moment donné donnent l'alarme supernova dans cette galaxie-là, vite. Et alors là, on fixe de plus près, on mesure, etc., etc. On utilise en fait un type particulier de supernova dite 1A. C'est les supernovas de type 1A. Elles sont particulières et on peut les reconnaître en fonction de leur spectre, du spectre de la lumière qui est émise. Ce sont particulières parce qu'en fait ce sont des naines blanches au départ.
Donc, c'est une petite étoile, comme le Soleil, qui est en fin de vie, qui est arrivée en fin de vie, et qui s'est ratatinée pour former une étoile très compacte, très chaude et blanche. D'où le nom de naine blanche, elles sont très petites. Et à côté, elle a une étoile compagnon, assez âgée, elle aussi, mais pas encore au stade de naine blanche, qui à un moment donné commence à vieillir. Et quand une étoile dépasse un certain âge, arrivera à notre Soleil, il se transforme en géante rouge. Il se transforme en une énorme géante rouge. Et à ce moment-là, la surface de la géante rouge se rapproche de la naine blanche. Et la matière de la géante finit par être aspirée par la naine. En fait, elle n'est pas aspirée, elle tombe sur la naine blanche. La naine blanche est extrêmement chaude, elle est très très chaude à sa surface. Donc ce gaz, il est soufflé par l'échauffement et il forme une coquille autour de la naine. De plus en plus épaisse la coquille, au fur et à mesure que la matière tombe dedans. À un moment donné, il y a une coquille très massive qui s'est formée, et comme elle est très massive, très lourde, elle finit par s'effondrer et toucher, se coller à la naine. Elle est extrêmement chaude, la naine blanche. Cela entraîne des réactions nucléaires dans le nuage de la coquille. Ces réactions nucléaires produisent beaucoup de chaleur, le phénomène s'emballe et boum, boum, on a une supernova, le tout explose. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'on fait avec ces supernovas que l'on observe. Je vous remercie.